parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis que vous retrouvez sur Google Podcast, Balado de Apple, également Spotify, YouTube et bien sûr gillesparent.com. Et à noter notre nouvelle application que les gens trouvent très pratique dans le Apple Store, c'est sans frais, Parents et Amis, où vous retrouvez ça aussi sous le vocable Gilles Parent. C'est aussi simple que ça. Mon invité a étudié en droit puis complété son barreau. Il est titulaire d'un certificat en journalisme. Il a été entrepreneur et a bifurqué vers les médias et le journalisme. Il est actuellement rédacteur adjoint pour le magazine Options politiques. Il est aussi chroniqueur et s'intéresse toujours aux politiques publiques, dont la santé. Bonjour Patrick Derry, comment ça va? Salut Gilles, content d'être avec toi. Oui, écoute, c'est la première fois qu'on s'est parlé. Il y a eu beaucoup d'écoutes. Les gens ont aimé ta vision et surtout tes connaissances, le recul que tu peux offrir sans être... du gouvernement, mais avec une approche critique, ça a bien été apprécié. Je voulais te le mentionner. On est rendu à la... on va essayer de pas trop reculer. On est rendu à la part 6, c'est pour faire un film américain, ouais. Part 6 pour la pandémie. Première question assez large, après ça, on ira voir dans le détail. Est-ce que tu penses que le gouvernement joue le rôle qu'il devrait jouer dans la gestion de la 6e vague qui est annoncée? Ben... Non. Ben oui. ça te surprendra peut-être pas. Ben non, c'est sûr. Non, mais c'est parce que ça fait un moment, puis c'est toujours un peu la même chose. C'est au lieu de gérer ou de mitiger les risques, on essaye surtout d'espérer que ça va passer sans faire trop mal. Et bien évidemment, ça recommence chaque fois. Et là, je suis pas en train de dire, évidemment, qu'il fallait tout fermer. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'un confinement, c'est un aveu d'échec. Là. Ça fait très longtemps que je dis ça, en fait, depuis l'été 2020. Mais par contre, il y a beaucoup d'outils qu'on a. Et on a pris du temps à les utiliser, puis il y en a plusieurs qu'on n'utilise pas encore. Fait que là, d'abord, c'est comme si pendant un certain temps, il y avait juste les ouvertures et les fermetures. Et évidemment, c'est très contrariant, c'est des coûts économiques et sociaux. Oui. Après ça, le vaccin est arrivé, c'est comme devenu une espèce de bouée de sauvetage. Puis en dehors de ça, là, il y a un débat sur le masque, évidemment. Est-ce qu'on le garde ou on l'enlève? Finalement, bien, évidemment, c'est pas des super belles circonstances pour retirer les masques, mais c'est drôle que le débat ne soit pas passé à un autre niveau, c'est-à-dire, par exemple, avec un variant qui est hyper contagieux, on voit que l'utilité du masque chirurgical, qui n'a jamais été conçu en passant pour limiter la circulation des aérosols là, d'un sens ou de l'autre, c'est-à-dire l'attraper ou le donner. Là. Fait que ça offre une certaine protection, mais c'est limité. On devrait aller vers d'autres masques. Il a été beaucoup question du N95 ou son équivalent plus confortable, le KN95, là, qui en passant là, se porte assez bien. Ça, c'est fait pour empêcher la circulation des aérosols. C'est assez efficace. Et la santé publique ne veut pas aller là. Il y a beaucoup de gens au gouvernement qui disent « Ah, on ne peut pas aller vers le N95 parce que c'est pas confortable. » Oui, on le sait tout ça, mais il y a plein de gens qui portent des KN95. Fait qu'on est un peu en retard. Évidemment, sur la gestion des aérosols, ça fait plus qu'un an et demi qu'on dit qu'il faut revoir la ventilation. Et on a-tu l'impression qu'on en parle depuis le début, puis que moi, ma crainte, en fait, j'en parlais avec ma blonde, ça se peut pas que ça soit pas fait encore. C'est comme s'ils pensaient que ça allait arrêter. Il y a un jour, ça allait arrêter, puis ça allait être fini jusqu'à la fin de nos jours. Ça. D'abord, aérer des classes, c'est quand même pas une mauvaise idée en tout temps, non? Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, on ne sait pas combien de temps la pandémie va durer. Hein? La grippe espagnole a duré un peu plus que 3 ans. Et là, on commence la 3e année de cette pandémie-là. Et Omicron est un peu moins dangereux sur le plan individuel, mais il est encore capable de perturber abondamment, puis aussi quand même d'envoyer du monde à l'hôpital, là, puis de les tuer, ça fait ça aussi. Et il n'y a pas de garantie du sens de l'évolution du virus. Ça, c'est un peu un mythe qu'un virus devient toujours moins dangereux. C'est pas le cas de la COVID jusqu'à maintenant, puis ça ne veut pas dire que ça va être le cas dans le futur aussi. Et comme tu l'as dit, il y a d'autres avantages aussi à la ventilation, c'est-à-dire que ça a été démontré que quand il y a une meilleure aération, il y a une meilleure concentration, donc c'est bon pour les étudiants, les élèves, c'est bon aussi dans les lieux de travail aussi, et la COVID n'est pas le dernier pathogène qu'on va avoir. Donc, ça implique des coûts, mais il y a des solutions quand même pas trop coûteuses. Et là, on ne veut pas y aller parce qu'on
on vit vraiment sur une impression, en fait, sur un souhait qu'on espère que c'est fini. Ben, c'est pas fini. Puis il y a du taponnage là-dessus, on l'a vu. Il y a eu du taponnage beaucoup trop longtemps sur les tests rapides. Puis là, je lisais, Mario Dumont, tu as dû voir aussi son texte, il n'est pas le seul à en parler, mais les fameuses pilules, il dit, ça règle pas tout, mais c'est un élément de plus dans le coffre à outils qui pourrait éviter les gros malaises, les versions les plus dures. Fait que pourquoi, si on les a, puis on ces tablettes, tabarouette, pourquoi on les utilise pas? On va en prendre dans 6 mois qu'on aurait dû les prendre. Comme les tests rapides, tu trouves pas que ça se ressemble, ces deux affaires-là? Ça se ressemble un peu, les causes sont différentes. Dans le cas des tests rapides, on a décidé de réinventer le roue au Québec et à place. Non, mais écoute, honnêtement, je suis rendu à court de mots pour certaines choses parce que il y a quand même un certain consensus scientifique sur plusieurs choses par rapport sur l'utilité du masque, l'utilité évidemment de la vaccination, la 3e dose donnée plus tôt que tard, puis même la 4e maintenant, l'utilité des tests rapides. L'avantage qu'on a au Québec, c'est que tout arrive après. Parce qu'on est à la fin des grands flux migratoires et donc aussi des flux du virus. Donc, ça passe par l'Asie, par l'Europe. Après ça va dans le reste du Canada anglais. Puis ça arrive un petit peu après ici. Mais en tous les cas, ça arrive toujours après l'Europe. L'Europe, c'est un laboratoire quand même de 500 millions de personnes. On peut voir qu'est-ce qui se passe. Ben oui. Les tests rapides ont été testés. Les tests ont été testés, c'est drôle à dire, mais abondamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Ça a été efficace pendant qu'il y avait cette expérience sur des centaines de milliers, même des millions de personnes qui se déroulaient en Europe en temps réel, ici, on dit, ouais, on va vérifier, pas sûr, puis on a fait d'autres tests pour arriver à la conclusion que finalement, non, on n'aime pas bien ça, les tests rapides, puis finalement, on a fini par les déployer à la course quand on était vraiment mal pris. Fait que ça... C'est une des erreurs majeures, t'es d'accord, là? Oui, c'est une des erreurs majeures, mais tu sais, c'est un petit peu décourageant, finalement. On est toujours en train de faire un petit peu la même chose. Puis tu parles du Paxlovid, là, qui est ce médicament qui, ici, est administré rapidement. Ça, c'est oral, hein? C'est un médicament. Oui, c'est des pilules. Là. C'est très coûteux. Là. Ça coûte, je pense, c'est 1 000 par traitement. Et ça coûte combien, traiter du monde de la COVID? D'après moi, si on fait les calculs, tu es d'accord que, tu parlais tantôt, je voulais t'en revenir là-dessus. Une journée d'hospitalisation, ça coûte cher. Là, j'ai pas les chiffres en tête. On peut se payer des pilules, d'après moi. Hein? Oui, mais ça, un séjour moyen aux soins, c'était autour de 25 000 là. Si je te dis ça de mémoire, c'est un ordre de grandeur. Mais c'est pas 1000 pièces puis c'est pas 100 000. Ça varie entre 25 et 50 selon le temps. Ces prix-là, très longtemps, ça monte très vite, mais quand même. C'est ça. Fait que donc, les pilules coûtent moins cher. Et il faut que ça soit donné, par contre, à l'intérieur des 5 jours de l'apparition des symptômes. Et là, le problème qu'on a ici, c'est que faut que tu te rendes compte que tu es malade, que ce soit des symptômes de la COVID, il faut que ça soit diagnostiqué, il faut que tu rejoignes un médecin, il faut que tu aies ta prescription, il faut que tu te rendes à la pharmacie. Fait que, donc, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, il est trop tard. Fait que, là, par contre, on a donné plus de pouvoir aux pharmaciens pour prescrire, mais tu sais, ces affaires-là arrivent toujours un peu lentement parce que le paquebot, il se revire pas de bord très, très vite. Et évidemment, il y a la question du passeport vaccinal, parce que là, avec la circulation très, très forte du virus, il y a une espèce de mythe qui s'est développé que les vaccins, ça sert à rien, donc ça donne rien d'aller chercher une 3e dose ou même de se faire vacciner tout court. Mais c'est parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'est-ce que ça serait si personne était vacciné. Parce qu'à 2 doses, il y a quand même une réduction. Tu as moins de chances d'être infecté. Puis tu as aussi moins de chances de transmettre parce que ta charge virale descend plus vite. C'est autour de 30%. C'est quand même pas mal mieux que rien. À 3 doses, ça augmente beaucoup. Ça peut être autour de à peu près 70%. Fait que donc, tu as moins de chances d'être infecté, tu as moins de chances de la redonner. D'avoir retiré le passeport vaccinal, une mesure à laquelle on s'était habitué. Puis là, je suis pas en train de te parler des commerces. Chez Costco, là, c'est pas là que tu te contamines. Puis ça prenait 600 employés à temps plein juste pour faire ça. C'est un petit peu ridicule. Puis c'est un endroit où il n'y avait pas de risque. Chez Walmart aussi, les épiceries. Mais les restos, les bars, les gyms, c'est tous des endroits qui ont du personnel d'accueil. Et les gens s'étaient habitués. Les employés s'étaient habitués aussi. Parce qu'il y a des gens que ça rassurait aussi. Les employeurs, pour ne pas avoir géré un paquet de problèmes puis de l'absentéisme, ça fonctionnait assez bien. Et il n'y avait plus vraiment d'enjeu de ce côté-là. Et là, on l'a enlevé. Et on a vu qu'est-ce qui est arrivé. Il y a des bars qui ont fermé, il y a des restaurants qui ont fermé. Mais si jamais on a besoin de le réintroduire, parce que le scénario d'une nouvelle version d'Omicron, je ne sais pas moi, un BA3 ou un BA4, qui lui n'est pas juste plus contagieux, mais il est plus dangereux. Ça se peut, ça. C'est tout à fait possible. Et puis c'est pas de la science-fiction. Ça se pourrait qu'on soit obligé de le réintroduire dans le futur. En fait, on n'aurait jamais dû l'enlever, mais là, on s'est un petit peu peinturé dans un coin.
comme on l'a fait avec le masque, hein. Tu sais, le docteur Boileau là, qui dit au début mars, ça va devenir un choix personnel le masque. OK, parfait, on est très confortable avec ça. Et là, il fait un demi-tour complet en nous expliquant avec autant d'assurance, regardez, c'est tout à fait correct de maintenir l'obligation. Là, à un moment donné, tu mêles le monde. Et puis c'est la crédibilité aussi. Qu'est-ce qui est vrai? S'il me dit ça, puis il a changé. Moi, je peux comprendre. En même temps que je t'entends, Patrick, je peux comprendre que tu peux pas faire des affirmations qui peuvent pas être revues parce que... mais il faut faire attention. Ils savent, eux autres, que ça peut évoluer. Fait que pourquoi dire des choses genre... Même le premier ministre avait dit, au plus tard, au gouvernement, dans ses communications, il avait dit, au plus tard, au début avril, ça va être fini, peut-être... Ben, c'est ça. Tu touches un point. Ça, c'est de la politique, puis c'est de la communication politique. Communication. Tu sais, justement, on parlait tantôt avant d'entrer en ondes de mon bref séjour dans un parti politique qui a eu, en tout cas, qui a été une mésaventure à certains niveaux, mais j'ai appris certaines choses et les communications emmènent vraiment en marche. Puis c'est important de dire des choses, de faire des annonces, puis ça pousse à la fois l'action des oppositions et celle du gouvernement. Et là, l'importance, évidemment, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête du premier ministre, mais c'est facile à deviner, d'être capable de faire des annonces puis de gérer des attentes, c'est extrêmement important. Fait que qu'est-ce qu'on a fait essentiellement? En gros, on a décrété la température qu'il allait faire dans 1 mois, 2 mois. Ben oui. Évidemment, notre moyenne au bâton est généralement pas très très bonne. Puis en plus, dans ce cas-ci, c'était doublement nono parce que on savait vers où ça s'en allait, c'est-à-dire une recrudescence des cas. On voyait qu'en Europe, même si le portrait n'était pas égal partout, il y avait quand même des tendances à la hausse pour les hospitalisations et les décès partout, dans plusieurs endroits. Et en plus de ça, on le sait qu'au Québec, notre capacité hospitalière est probablement la plus petite de tout l'Occident. Fait que s'il y avait des problèmes en Europe, il y avait des maudites bonnes chances que les mêmes conditions nous causent encore plus de problèmes aussi. On sait que notre système de santé est amoché. La seule chose qu'il fallait dire, c'est, regardez, on va arrêter les couvre-feux parce que ça, c'est niaiseux. Oui. Ça ne fonctionne pas, c'est juste frustrant. Il y a certains commerces où ça donne, ils ne sont pas à risque. Fait que, mais on va se puis évidemment, on va arrêter de vous dire, comme ça a déjà été le cas, de rencontrez-vous pas dans les parcs parce qu'on sait qu'il n'y a pas de contamination à l'extérieur. C'est déjà interdit de faire des parties dans les parcs. C'était formidable, ça. Eh bien, on va se concentrer sur les bonnes choses. Donc là, gardez les masques, puis même, allez donc chercher des meilleurs masques, puis peut-être en distribuer dans certains milieux, là, des KN95. La vaccination, un jour, désolé, ça ne débarque pas. On a 90% de la population qui est vaccinée. Si vous avez une infection récente, on peut faire un ajustement à votre passeport vaccinal. Ça a été fait en France, notamment, avant qu'ils le retirent eux autres aussi. Et après ça, désolé, là, mais il va y avoir des mises à jour du vaccin parce que c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons, c'est le virus. Et pour maintenir des activités normales, il va falloir vivre avec, mais vivre avec, ça ne veut pas dire le laisser nous rentrer dedans. Et malheureusement, on n'a pas vraiment eu ce message. Dans le fond, c'est de se concentrer là où ça compte. Quand tu disais les endroits où il y a vraiment de la transmission possible, restaurants, bars et gym, on revient à ça. Donc, toutes les grandes surfaces... Ouais, pour le passeport. Pour les grandes surfaces, ça, tu laisses aller le passeport. Évidemment, tu gardes un masque à l'intérieur parce que tu veux juste pas couvrir... Tu sais, c'est pas un gros sacrifice. Mais sais-tu quoi? Même s'il l'enlevait, s'il disait, pas vous devez, mais comme partout au Canada ou même en Amérique du Nord, la plupart des endroits, c'est facultatif. Pour m'être promené un petit peu, Patrick, il y en a une maudite gang, même aux États-Unis, même au Canada anglais, qui le portent pareil, puis qui vont dire, je m'en fous de ce que le gouvernement dit, moi, j'ai pas confiance à tout le monde, je le porte, puis je suis bien avec ça, puis j'espère que ça va rester le même. Oui, ça, c'est quelque chose qui pourrait rester. Tu as tout à fait raison. Ceci dit, il y a des sondages qui ont été faits puis qui montraient en effet qu'il y avait quand même presque les 3/4 de la population au Canada puis au Québec qui étaient d'accord avec le maintien du masque obligatoire. Par contre, quand on posait la question, si c'est plus obligatoire, allez-vous le porter? Là, ça baissait quand même. Il y avait quand même une proportion de la population, je pense que c'était autour de 40-45% qui disait on va le garder pareil. Mais il y avait quand même une baisse. Parce qu'évidemment, c'est un signal que tu envoies et là, il y a le jugement des pairs aussi. Et tu sais, le masque, c'est très polarisant, mais honnêtement, c'est pas un gros sacrifice. C'est pas quelque chose qui est très difficile. Puis les gens qui se posaient des questions légitimes pour l'apprentissage, pour les enfants, par exemple, à date, il n'y a aucune donnée qui a montré que ça pouvait causer un problème, parce qu'évidemment, les enfants ne passent pas 100% de leur semaine à l'école, ils sont tous à la maison, ils sont avec d'autres enfants. Et on a même noté une étude par une association d'orthophonistes en France que l'interprétation des signaux non-verbaux, le regard entre autres, était améliorée, parce qu'évidemment, tu focalises ton attention ailleurs. Donc, il n'y a pas d'effet négatif.
qu'est-ce que tu veux? C'est tannant, c'est frustrant, mais la réalité, c'est la pandémie n'est pas finie, puis on a tous le risque d'être malade, puis évidemment, sans compter la COVID longue, mais il y a aussi le fait que on a une grosse partie de la population qui est beaucoup plus à risque. Hein? Quand tu regardes, là, c'est pas juste les personnes immunosupprimées, quoique c'est quand même un 3% de la population à peu près, mais toutes les personnes plus âgées ou plus abîmées pour toutes sortes de raisons, qui ont un système immunitaire qui est moins performant, tu te ramasses avec au-dessus d'1 million de personnes sur 8 millions. Quand tu es rendu là, tu te dis, c'est pas loin, fait qu'on a deux choix. On peut toutes les enfermer ou on peut faire un peu plus attention. J'espère qu'on est un peu plus solidaire que ça. Qu'on va faire, oui, qu'on va faire attention. Mais vois-tu, moi, ce qui nous a renversé, ma blonde et moi, écouter une nouvelle le soir, bien tranquille, puis finalement, on est quasiment tombé en bas de notre lit quand on a entendu notre fameux premier ministre. Il est quand même premier ministre. Là, puis je dis pas qu'il a mal travaillé depuis 2 ans. Sauf que on veut pas sentir le côté électoraliste, mais nous, on le ressent. Quand on apprend, entre autres, quand il dit, moi, j'ai eu la COVID, puis finalement, vu que j'avais eu mes doses, moi, c'est comme un gros rhume. Je trouvais que c'était vraiment irresponsable. Il n'y avait pas besoin de dire ça, parce que c'est toujours interprété, tu sais. C'était, le premier ministre a dit que c'est un gros rhume. Ben, c'est ça, les gens prennent ce qu'ils veulent, puis tous ceux qui nient la gravité de la pandémie depuis 2 ans, pour eux autres, c'est du bonbon. Ça va alimenter les complotistes. C'est commencé, quand tu pas la tête. Ah oui, non, mais il y en a, on le voit. Le signal que ça envoie aux travailleurs de la santé aussi, là, je peux dire qu'il y en a qui sont en beau joie le vert aujourd'hui, qui sont complètement découragés. Puis, évidemment, c'est pas vrai ce qu'il dit. D'abord, c'est pas un rhume, ça n'a jamais été un rhume, ce n'est pas un rhume, et ça va peut-être devenir un rhume, mais c'est pas le cas. Puis, c'est pas le cas non plus quand tu es vacciné. C'est-à-dire que tu as des chances que ça passe comme un rhume si tu as 2 ou 3 doses. Mais il y a un paquet de gens pour qui, à 2 ou 3 doses, ça passe pas comme un rhume. Et là, je te parle pas de gens de 90 ans avec des maladies chroniques graves. Là. Je te parle de personnes dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. On en connaît tous qui ont été cloués au lit. Pas tout le monde, mais moi, j'en ai eu plein qui ont eu la COVID, puis ça a bien passé. Avec 3 doses. Avec 3 doses. Il y a de tout. T'es d'accord qu'il y a de tout? Absolument. Il y a de tout. C'est ça le point. Et évidemment, ça envoie des gens à l'hôpital. Il y a des gens qui meurent aussi. Fait que le premier ministre qui dit ça, c'est complètement surréel. Mais tu te dis, donc, moi je dirais pas que le premier ministre n'a pas bien fait ça depuis 2 ans. Moi, je vais me permettre de le dire jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'au départ, la communication de crise, puis ça, les traces sont publiques. Là. Quelqu'un qui veut remonter mes milliers de tweets depuis 2 ans, il va pouvoir y retourner. Mais au ça départ, me prendrait 2 semaines de congé. Oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns, mais le ton de la communication était très bon parce que c'était une crise, puis il y avait le bon ton. Sauf qu'on est tombé dans l'aveuglement volontaire. Ça n'a pas été long. Tous les slogans, ça va bien aller, puis le meilleur est à venir. Ça, c'est quand tu regardes quand ça a été dit, là, puis ce qui s'est passé après, là, ça a vraiment mal vieilli. Et ce qui est apparu, il y a un côté de M. Legault qui est apparu qui est le côté un peu brouillon, intuitif, instinctif, puis il suit un peu ce qui se passe à l'œil, mais pas très, qui scrute pas les données, qui ne semble pas s'y intéresser non plus. Et quand tu fais une affirmation, évidemment, sur le rhume, ça n'avait aucun maudit bon sens, mais il a déjà dit à plusieurs reprises, les hospitalisations montent, on s'ajuste. Mais ça, c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand les hospitalisations montent, ça veut dire que tu as déjà perdu le contrôle, il est trop tard. Parce que les hospitalisations, ils arrivent après les cas. Puis quand les cas ont monté, c'est déjà un petit peu en retard à cause des délais pour le dépistage, puis la recension des cas. Puis quand les hospitalisations montent, il est trop tard. Et on l'a vu, ce qui est arrivé à chaque fois, ça nous a coûté très cher d'attendre que les hospitalisations montent. Puis il n'y a même pas le bon raisonnement là-dessus. Moi, il y a à peu près 1 an, il avait dit, l'année passée, là, au printemps 2021, on est passé proche de la catastrophe. Dans plusieurs régions du Québec, notamment Québec, Outaouais, je pense le Bas-Saint-Laurent aussi, Chaudière-Appalaches, on était dans le niveau d'hospitalisation qui était égaux ou supérieur à ce qu'on avait eu pendant les fêtes. Donc, c'était très, très élevé. Ce qui a évité le pire, c'est qu'à Montréal, on l'a échappé. En fait, on a évité de l'échapper parce que la santé publique a été hyper agressive pour fermer des classes, entre autres, puis avait un dépistage très serré. Mais M. Legault, après ça, il a dit, regardez, on s'est donné quand ça avait commencé à remonter, il avait dit, on s'est donné 3 semaines de liberté, puis là, on referme. Puis c'était tellement
réfléchir à l'envers. C'est comme tu achètes des choses avec ta carte de crédit, mais là, finalement, ça te coûte bien plus cher parce que tu payes l'intérêt. Puis c'est exactement ce qu'on a fait, puis ce qu'on continue encore à faire. Fait que c'est, je te dis, la ventilation, c'est un scandale total, c'est surréel, mais c'est quelque chose qui est tombé dans l'oubli. Là, on n'en parle plus pendant les points de presse, il n'y a plus de questions là-dessus non plus. Mais d'ailleurs, on disait souvent la pandémie, elle dos large. Dans bien des cas, tu es arrivé à quelque part, il n'y a plus de service. La pandémie, on comprend, mais la pandémie est encore là. Puis 2-3 éléments que je te dirais là-dessus. Moi, quand j'écoute les gens autour de moi, tout le monde pensait que c'était fini. Fait que la 6e vague, le monde a pas encore. Tu sais, le côté, ils ne parleront pas encore de ça, on a été écœurés. Bon. Le gouvernement, ils doivent se dire la même chose. Ils doivent se dire, le monde n'écoute plus rien, fait que finalement, ça ne donne rien. Fait que, mais en même temps, c'est pas une raison, comprends-tu? Comme ça, on était tous des incivils, des irresponsables. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, au contraire, je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je vais tout le temps avoir des masques propres dans mon coffre à gants au cas que j'arrive à une place où tout le monde est tassé un par-dessus l'autre. Fait que c'est comme entrer. Il y en a plusieurs qui disent, on va se protéger quand ça va être le moment. Mais là, ils nous prennent. Puis, tu sais, Boileau, excusez-moi, Monsieur Boileau, quand il dit, écoutez, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, moi, je crois pas ça. Hein. C'est pas ça que j'entends des gens que je connais dans le milieu, que tout est sous contrôle. Ça ne l'est pas. Il manque 11 000 employés à cause de la COVID présentement. Mais comment il peut dire ça? C'est le même genre de discours du déni. Je me suis amusé à recenser... pour rassurer le monde? Ben, pour rassurer, parce que, écoute, tu as des écoles, d'ailleurs, c'est sous contrôle, là, écoute, c'était dit à des dizaines de reprises par Dr Arruda, le précédent de Dr Boileau, évidemment, le premier ministre et d'autres représentants du gouvernement, c'était dit à des dizaines de reprises, ça reflétait absolument pas la réalité. Mais il y a une espèce de philosophie au sein des communications gouvernementales, dans les cabinets puis à la santé publique, que tu peux pas tout dire parce que les gens comprendront pas. Et ça, là, d'abord, Dr Arruda l'a déjà dit, on peut pas tout dire. On n'avait pas voulu dévoiler les scénarios de prévision lors de la première vague. Toutes les autres provinces l'avaient fait, sauf le Québec, parce que nous, on était trop imbéciles pour comprendre. Ils voulaient pas créer de panique. Mais moi, j'ai parlé à des gens à l'intérieur du gouvernement qui disent « Non, mais non, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire, les gens comprennent pas, puis il faut que tu fasses attention à ce que tu dises. » Et c'est vraiment, moi je trouve, c'est le contraire du leadership politique. Tu tiens pour acquis que la majorité des gens sont des imbéciles, puis sont pas capables de comprendre, puis tu les infantilises. Fait que là, tu y vas avec un message que tu sais qui est pas complet, qui reflète pas la réalité, mais tu veux pas trop qu'ils paniquent. Sauf que le problème, c'est que quand la balloune pète, ben là, ta crédibilité, elle pète aussi en même temps. Fait que moi, je pense qu'il faut au contraire être transparent et dire, regardez, là, on ne le sait pas. On a un système de santé à protéger, mais on a aussi beaucoup de gens à protéger, puis c'est dangereux cette affaire-là. Mais évidemment, ceci dit, une fois que tu dis ça, si la seule affaire que tu fais, c'est des fermetures puis des couvre-feux, ben les gens finissent par décrocher. Puis tu sais, rappelle-toi, là, l'alerte du 31 décembre, là, qui est l'espèce de sonnerie, tu sais, écoute, mes enfants, on est en train de regarder Ciné Cadeau. Tous les téléphones dans la maison, moi j'étais chez ma mère, ils se mettent à sonner, la télé se met à sonner, le bandeau, tout le kit. Hey! On le savait qu'il fallait rester chez nous. Tu sais, puis il y a pas quel monde était remonté à cause de ça. Fait que, tu sais, on est, tu traites le monde comme du bétail, là, ben, tu récoltes un peu. Tu décroches, oui, puis écoute, c'est une des dates qui est le plus remise en question quand on parle aux restaurateurs et les hôteliers. Les autres, ils ont perdu des milliers, des dizaines de milliers de dollars parce que tous les parties étaient prêts, puis ils nous ont coupé ça à la dernière minute, ils ont tout perdu, là. Eux autres, même s'il y a eu quelques compensations, tu comprends que c'est pas assez. Là. Non, c'est ça, mais c'est encore là, c'est à la place. Il y avait, en tout cas, écoute, quand on a regardé ce qui s'est passé pendant l'automne, là, avec une occupation limitée à la moitié, puis avec le passeport vaccinal, ça allait relativement bien. Mais ce qu'on a fait finalement avant Noël, c'est qu'en panique, bon, le feu a pris dans les écoles en novembre. Il brûlait vraiment fort en décembre. Moi, je recensais des cas chaque semaine, puis c'était, en tout cas, je sortirais pas mes fichiers Excel, mais c'est clair que ça partait des écoles, puis ça s'est étendu après ça, puis c'est rentré dans des milieux vulnérables. Mm-hmm. Et un coup qu'on a perdu complètement le contrôle, là, il fallait faire de quoi, ce qui est aussi un impératif en politique, faites de quoi. Et, tu sais, peut-être l'as-tu vu passer, mais 6 heures avant de la conférence du couvre-feu du 30 décembre, Dr Arruda cherchait des études pour le justifier. Il a écrit à des sous-directeurs, en tout cas des co-directeurs, d'autres gestionnaires à la santé publique pour demander, avez-vous des études permettant de justifier le couvre-feu? J'en ai besoin.
Écoute, là, on est presque un an après l'imposition du premier couvre-feu. Tu as le directeur national de santé publique, 6 heures avant d'annoncer un nouveau couvre-feu, qui cherche des arguments pour le justifier. 3-4 heures après, il se fait répondre, ben non. On n'a presque rien. Là, il y avait des vieilles études qui étaient pas à jour. Il y avait une comparaison avec l'Ontario sur les déplacements. Puis les déplacements puis les contacts, c'est pas la même chose. Ce que ça disait essentiellement, c'est que les gens se déplaçaient moins après 8 heures, mais se déplaçaient un peu plus avant 8 heures. ça donnait rien sur les contacts. Mais c'est comme ça que ça a été fait. Fait que là, il fallait absolument faire de quoi. On avait laissé le problème grossir. Il fallait absolument agir. Fait qu'encore là, c'est des décisions qui sont de nature politique, c'est-à-dire il faut faire de quoi, mais c'est juste pas ancré dans la réalité. Puis en même temps, c'est un gros impact parce que quand on entend couvre-feu, c'est une mesure qui fait draconienne pour le monde. Ça fait, on peut pas sortir. Il y a un côté guerre là-dedans, quelque chose. C'est une mesure qui nous semblait extrême, parce que ça n'a pas été utilisé des tonnes de fois, là. Non, ça n'a pas été. Heureusement. Même pendant la loi sur les mesures de guerre, il n'y avait pas eu de couvre-feu formel. Fait que c'est quelque chose qui est absolument rarissime. En Ukraine, là, il y a un couvre-feu. Là. Mais ils sont dans une situation qui est un petit peu différente. Puis, il y avait un côté là-dessus qui était. Évidemment, il y a un côté qui est très liberticide. Mais il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce que ça change? On sort pas après 8-9 heures chez nous. Ouais, mais c'est pas la même réalité pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent des situations où ils ont des milieux familiaux toxiques. Des fois, aller prendre une marche, ça évite bien des problèmes. Tu as des itinérants aussi. L'année passée, il y a quelqu'un qui s'était sauvé du couvre-feu puis qui était mort. Il s'était réfugié dans une toilette, il faisait froid, il avait peur de se faire attraper. Il est mort. Donc, tu as des impacts à ça. Fait qu'il faut que tu aies des raisons qui sont sérieuses avant de sortir ce qui est quasiment une arme nucléaire pour, puis je fais attention au jeu de mots ces temps-ci, mais en tout cas, pour régler un problème, tu as d'autres outils. C'est comme tu fais pas ce qu'il faut, tu es rendu super mal pris, puis là tu te dis, et voici, et c'est pas juste le gouvernement du Québec, ceci dit, parce que je critique beaucoup le gouvernement du Québec, mais honnêtement, là, sans entrer dans les détails, c'est un échec de gestion de nos décideurs publics dans beaucoup de gouvernements occidentaux. Mais je voulais te parler de la difficulté qu'ont les scientifiques. Plus le temps avance, plus la lassitude s'est installée, à avoir autant de l'attention des gens, parce que je lisais par intérêt sur comment ça se passe au Canada anglais, comment ça se passe aux États-Unis. Puis une constante, je ne sais pas si tu as lu la même chose, Patrick, mais la communauté scientifique est déçue des décisions parce qu'ils ont dit on s'en va. Et ils ont tout coupé, ils ont tout enlevé comme seule raison, le monde n'est plus capable, ils sont écœurés. Bon, puis on va vivre avec, mais la communauté scientifique, on dit, aurait-tu pu garder quelques éléments? Là, on a tout jeté le bébé avec l'eau du bain, mais qu'est-ce qui nous dit? On ne peut pas faire de calendrier comme Mme Anglade nous demandait. Dites-nous des dates précises qu'on sache où on s'en va, voyons. Mais ça, c'est une tactique tellement stupide. Tu peux pas. Je sais pas. En tout cas, c'est plate parce que nos scientifiques, moi, je pense que si on ne croit plus à ça, à quoi bon? Mais c'est sur la demande du Parti libéral là-dessus. Là, ça, c'est de l'opposition typique. C'est de donner un plan. On ne dit pas nous qu'est-ce qu'on va faire. C'est au gouvernement de fournir un plan. En tout cas, moi, ce que je pense de ça, c'est une histoire. Sur les scientifiques, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait un petit bout de temps, je le constate, puis je l'ai recensé à quelques reprises, c'est qu'il y a un écart entre les scientifiques qui sont payés par le gouvernement puis les scientifiques qui sont indépendant du gouvernement. Okay. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est juste une question de la main qui nourrit, mais c'est aussi une question que le gouvernement va chercher ceux qui vont aller plus de son côté. Il y a aussi une culture à certains endroits, notamment la santé publique. Une sélection naturelle. Oui, d'une certaine façon, ça se fait un petit peu comme ça. Puis ceux qui sont pas bien qui fonctionnent moins dans la machine gouvernementale, qui remettent les choses en question, qui contestent un peu plus, qui sont plus créatifs, qui sont plus propices à prendre des risques, ils vont finir par sortir de cet environnement-là. Les gens, ce qu'on a vu des décisions gouvernementales, particulièrement la santé publique, c'est on préfère se tromper en faisant rien qu'en essayant quelque chose. Puis, tu sais, ça, c'est peut-être si tu es en train de fabriquer une bombe atomique, c'est la bonne façon de fonctionner. Mais dans une pandémie, quand ça va vite, des fois, tu es mieux d'essayer des affaires, quitte à ce que les résultats soient imparfaits. Et ça a vraiment été un problème. Et la santé publique, souvent, quand elle prend des décisions, elle se demande est-ce que les gens vont suivre ou pas? Et quand elle va là, on est rendu sur le terrain politique. La seule chose qu'elle devrait faire, la santé publique, c'est dire, voici le consensus scientifique. Les masques, ça aide. Les masques N95, KN95, ça aide encore plus. Les purificateurs d'air, ça aide aussi. On le sait, c'est démontré. Puis si on a une vaccination à 2-3 doses, on s'aide aussi. Voici c'est quoi les outils que vous devriez utiliser.
et s'arrêter là. Mais le problème, c'est qu'après ça, ils se disent, ah, mais est-ce que les gens vont l'appliquer? Puis honnêtement, je dois le dire, là, ça me fait un peu mal, puis même ça a l'air prétentieux un peu. Il y a des choses qui sortent de la santé publique qui n'ont aucun sens. Mais vraiment, aucun sens. Et qui sont juste factuellement pas vraies. Puis je t'en donne un exemple, là. En tout cas, je nomme un nom, mais par exemple, le docteur Marie-France Reynaud, qui est une conseillère stratégique senior au ministère de la Santé, qui a fait notamment la séance de brefage sur les tests rapides pendant les fêtes, comment les utiliser, dans quelles circonstances. Et qui s'en va dire, voici, ça doit, aux journalistes, ça doit servir seulement s'il y a des symptômes, parce que quand il n'y a pas de symptômes, c'est pas bon. Et là, c'est une étude, mais sauf que c'est même pas ça que l'étude dit, puis c'est même pas ça que tout le monde sait, c'est-à-dire que les tests rapides, là où ils sont utiles, c'est quand il n'y en a pas de symptômes. Ça permet de voir à l'aveugle qui est malade, qui a une charge virale suffisamment élevée pour transmettre et de couper les chaînes de transmission. Puis on est capable de le savoir en quelques minutes, parce qu'un test rapide ne te dira pas si tu fais la maladie ou non. C'est-à-dire que tu peux être malade, puis le test rapide va être négatif. Mais si tu es assez contagieux, si ta charge virale est assez élevée pour que tu puisses contaminer, c'est là que le test rapide est utile. Et pourquoi je souligne ça? Parce que là, tu as la personne qui conseille le gouvernement sur l'utilisation des tests rapides ne comprend même pas elle-même comment ça fonctionne. Et c'était pas la première fois. Tout le monde peut se tromper, mais Mme Reynaud, là, pendant des semaines au printemps 2020, là, elle a répété des entrevues en disant que le masque servait à rien. C'est quand même quelque chose. Ben oui. Puis après ça, 1 an plus tard, elle disait que les plexiglas, c'était formidable. Puis je me rappelle, il y a une entrevue à TVA, c'était Julie Marcoux, si ma mémoire est bonne. La journaliste était complètement médusée parce que c'était la représentante de la santé publique qui disait, ben non, les plexiglas, c'est très efficace, puis c'est très bien. Et là, tu dis, OK, c'est pas. Puis il y en a d'autres qui se sont trompés. Hein. J'en ai fait un texte avec ça. J'avais noté une série d'erreurs. La Dr Quash sur les tests rapides. La Dr Quash, elle, sur le port du masque, elle avait donné le ton juste dès le départ, mais sur les tests rapides, elle s'est plus que trompée. C'est une bonne communicatrice, elle est sympathique, Mme Quash, mais sur les tests rapides, elle a commencé par faire son étude ici pour dire que c'était pas une bonne idée de déployer les ressources, alors que tout le monde est arrivé dans le sens contraire. Dr Dessert, à l'INSPQ, qui lui, sur la 3e dose, il fallait pas aller trop vite. Il avançait les pieds sur le frein, puis il disait, on vérifie ça aux 2 mois, l'efficacité, puis c'est correct. Puis il s'était fait demander en entrevue, ben, vous trouvez pas que 2 mois, c'est peut-être un délai un peu trop long, parce que ça va vite, cette affaire-là. Puis évidemment, on a fini par faire le contraire. Même chose sur les tests rapides. Fait que ça, c'est. Moi, je nomme des gens parce qu'ils sont dans des postes de responsabilité, mais c'est pas personnel, puis ça n'a rien à voir. Dr Arruda est quelqu'un d'éminemment sympathique, mais sauf que Dr Arruda, si tu regardes les recommandations qu'il a faites, le gouvernement a fini par faire le contraire tout le temps. C'est pas compliqué, là. Il a dit, pas besoin de masque, on a fait les masques, pas besoin de tests rapides, on a fait les tests rapides. Ça a été, sur toute la ligne, on a fait le contraire de ce que Dr Arruda a dit. Sauf, évidemment, en plus, dire on fait des parties pour les fêtes, puis ainsi de suite. Il y a juste une chose où il y avait dit, la ventilation, le gouvernement n'a jamais fini par s'en occuper. Mais ça, c'est les gens qui conseillent le gouvernement. Et quand tu regardes, moi, je ne suis pas un scientifique, moi, je regarde les politiques publiques. Fait que je regarde les résultats. Après ça, moi, le virus, je ne sais pas comment il fonctionne dans le détail, là. Mais quand tu regardes des scientifiques à l'extérieur du gouvernement, tu dis, OK, le consensus est exactement du côté opposé aux scientifiques qui conseillent le gouvernement, ou en tout cas qui sont dans son giron assez proche. Là, tu dis, on a un problème. On a plusieurs problèmes. Je voulais élargir un petit peu le débat. Comment, juste parce que je sais que tu regardes ça, mais comment ça se passe en Europe et en Asie? Parce que je lisais ce matin une manchette, j'ai hâte d'en parler à Patrick, parce que je savais qu'on enregistrait aujourd'hui, on est mercredi le 6 avril. Je voyais que, c'est un pays qui aime contrôler, c'est la Chine. Puis là, il disait, avec la nouvelle vague, ils ont perdu le contrôle parce qu'ils aimaient garder les cas très bas, mais là, ça grossit plus vite. Fait que je voulais savoir, comme ça part souvent de là, puis ça s'étend vers l'Europe, ça veut dire qu'on ne serait pas sortis de l'auberge, nous autres. Mais tu vas peut-être me dire, l'été va nous aider, là, mais quand même. Oui, mais c'est dans le sens contraire un peu la Chine, c'est-à-dire qu'eux, ils ont été sur une stratégie très stricte de confinement ultra sévère, d'élimination, vraiment COVID-0 qui a été abandonné par à peu près tous les pays parce que, rendu avec un variant comme Omicron, qui est tellement contagieux, c'est un peu illusoire. Et donc, il y a eu moins de contamination, il y a moins d'immunité, c'est à double tranchant. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne idée de se faire contaminer pour avoir une immunité plus tard, mais je veux dire, c'est un des effets bénéfiques de quelque chose de néfaste, c'est-à-dire qu'effectivement, tu es protégé.
les vaccins chinois le vaccin chinois est moins bon aussi. Il a été distribué à moins grande échelle, puis deux, on sait qu'il est un petit peu moins efficace. C'est ça, l'avantage qu'un pays comme le Canada a fait, c'est qu'il a misé sur plusieurs vaccins, puis il y a différents fournisseurs. Donc, si la concurrence fait son rôle, c'est-à-dire que si le Québec avait misé sur un vaccin bleu, puis juste ce vaccin-là, peut-être qu'on serait dans la même situation que la Chine. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va repartir de la Chine. Par contre, il y a quand même une large partie de la population mondiale qui est toujours insuffisamment vaccinée ou même pas vaccinée du tout. Et pendant que le virus continue de se multiplier, puis il se multiplie plus vite quand il y a moins de protection, là, si tu veux, on favorise son évolution et c'est là que le risque demeure réel. Puis je suis pas en train de faire une prédiction pour un documentaire d'apocalypse, mais c'est juste des faits. On peut revenir avec un variant qui va être plus mortel. Et juste pour rappeler, parce que des gens disent « Ah, mais non, la grippe a fini par évoluer pour devenir moins dangereuse. » C'est vrai, la grippe, c'est pas le même virus, c'est pas un coronavirus. Et la grippe, ça se transmet, les symptômes apparaissent dès le départ. Tandis que la COVID, les symptômes apparaissent après. Fait que ma compréhension de ce que j'entends des gens qui sont plus calés que moi là-dedans, c'est que le virus n'a pas nécessairement intérêt à ce que l'autre soit en bonne santé après quand il va avoir fait son travail. Il a juste besoin de se transmettre. Puis après ça, le reste, ça se poursuit. Puis c'est la raison pour laquelle les variants ont été toujours de plus en plus sévères, jusqu'à Omicron, qui n'était pas plus sévère, mais qui était plus contagieux, ce qui revenait au même. Puis ça pourrait se poursuivre. Dis-moi, on a parlé de vaccins tantôt. Est-ce que, tu sais, l'année passée, on a beaucoup parlé des pharmaceutiques qui se dépêchaient puis qui ont fait des études, ils ont mis leurs efforts en commun pour être capables de sortir plus vite les vaccins. Finalement, il y a eu de la vaccination. Mais est-ce qu'on est en train de préparer, parce qu'on disait on va s'adapter, on va regarder les composantes des nouveaux virus, puis on va faire des vaccins qui vont s'adapter. Est-ce qu'on est rendu, moi j'ai moins suivi ça, là, mais est-ce qu'on est prêt pour, par exemple, avoir une 4e dose par section d'âge? Là, je sais qu'on a commencé à 80, mais est-ce qu'on a prévu avoir une 4e ou offrir une 4e pour à peu près tout le monde éventuellement? Oui, ça commence, là, cette semaine, ça commence pour les 60 et 70 ans. Okay. Mais après ça, pour le reste de la population, on cible l'automne. Okay. Moi, je pense que c'est une erreur, c'est-à-dire dans la mesure où on ne manque pas de vaccins, on devrait l'offrir. C'est sûr que l'été chez nous, ça se passe mieux parce que on prend plus de temps dehors. Mais encore là, on a vu le passé, pas garant de l'avenir, et les dommages peuvent être tellement élevés qu'avoir des précautions supplémentaires, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Puis surtout qu'il n'y a pas vraiment de désavantage à se faire vacciner et avoir des rappels. Tu fais juste, tu maintiens ton immunité. Ça existe pour la grippe de façon annuelle. Là, pour la COVID, ça se peut que ce soit biannuel. Puis c'est pas grave. Patrick, question là-dessus, qui est nullement scientifique, mais juste civile autour de moi. On s'est tous dit, depuis à peu près un mois, mais bâtins, tout le monde est malade. Mon fils est à l'université, ils ont fermé des sections complètes parce que les profs étaient malades. J'ai eu l'impression, je sais pas si j'ai eu l'impression, sans fouiller, autour de moi, qu'il y avait plus de cas qu'il n'y en avait jamais eu en 2 ans. Oui, ben j'ai eu As-tu eu ce sentiment-là? Un peu plus il y a quelques semaines, là, okay. Parce que tu vois, présentement, on annonce autour de, c'était 3300 nouveaux cas aujourd'hui. En tout cas, on est autour de 3000 cas en moyenne depuis une semaine, mais on sait que le dépistage est très limité et il y a d'autres estimations, notamment celle du Cyrano, qui évalue là, qu'on est plus autour entre 20 et 30 000 cas par jour, c'est-à-dire si on dépistait comme on dépistait avant de réduire le dépistage. Fait que c'est sûr que le virus circule abondamment. Moi, la différence que j'ai vue, puis encore là, c'est anecdotique, c'est que il y a 2 mois, ça arrivait beaucoup par les enfants. Donc, ça venait des écoles. Et tandis que là, ça vient beaucoup par les jeunes adultes. Donc, les bars ont rouvert. Fait que ça semble... Les gens le présentiel dans les universités, les masques à moitié mis. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la bière après que les grandes salles de classe. Quoi qu'il y a des petites salles dans les universités, mais c'est un amphithéâtre, moi, ça ne m'a jamais vraiment stressé. Les plafonds sont hauts, il y a des mouvements d'air. Le problème, c'est les pièces qui sont plus petites. C'est ça qui est arrivé dans les écoles d'ailleurs. Et là, ça semble être les jeunes adultes, c'est par là, puis souvent, ils ont eu 2 doses ou même une. La 3e dose, ils n'en voient pas l'intérêt. Mais tu vois, on est tous interreliés, puis c'est ça le problème. Okay. Là, un fiston peut envoyer papa à l'hôpital. Question circonstancielle, M. Derry. Est-ce que l'espace médiatique énorme et tout à fait justifié lié à la guerre en Ukraine rend plus difficile la diffusion des messages de la santé publique et du gouvernement? Bien, les messages de la santé publique, non, parce qu'ils passent toujours, puis les contradictions passent aussi. Moi, le problème que je vois depuis le début de la pandémie, c'est que,
puis là, il faut que je fasse attention à des affirmations qui sont trop générales parce que, tu sais, il y a du super bon travail journalistique qui s'est fait aussi. Mais tout sujet qui se répète finit par générer une certaine lassitude. Oui. Puis, et là, juste du point de vue de la personne qui a à couvrir ça. C'est-à-dire que si c'est ton beat de couvrir les cas chaque jour, tu vas t'ouvrir les cas chaque jour. Mais si, par exemple, tu peux choisir en différents sujets, exemple, comme commentateur, peut-être qu'à un moment donné, tu vas t'écœurer d'écrire sur la COVID, puis ça, je pourrais le comprendre parce que moi-même, là, j'ai commencé à être tanné de m'entendre depuis un bon bout de temps. Sauf que le virus, lui, n'est pas fatigué. Et le plus gros problème que je trouve personnellement, qui a été soulevé par d'autres aussi, c'est que une grosse partie des gens qui couvrent la réponse à la pandémie, c'est des gens qui, avant la pandémie, qui couvraient la réponse, qui couvraient la politique et qui couvraient la réponse politique. Et même des gens qui couvrent la santé, par exemple, on avait l'habitude de couvrir la réponse politique et la réponse institutionnelle. Donc, tu sais, ce que les politiciens disent, ce que l'opposition dit, ce que des associations d'infirmières, des syndicats, je sais pas, le Collège des médecins dit, mais pas la couverture du fond des choses, c'est-à-dire comment ça se passe ici, comment ça se passe ailleurs, c'est quoi l'état de la science là-dessus. Par exemple, c'est des journalistes scientifiques là, qui ont couvert la COVID, il y en a, mais il n'y en avait pas tant que ça non plus, parce qu'on n'a peut-être pas un assez gros réservoir. Fait qu'il faut que tu t'ajustes un peu. Et moi, je trouve qu'on était souvent sur le message, puis sur des questions, tu sais, puis le masque, est-ce qu'on l'enlève ou pas, puis, tu sais, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et quand il y a des affirmations qui sont grossières, par exemple, quand Dr Arruda, par exemple, j'ai un flash comme ça qui disait que le masque N95, ça servait à rien. Il aurait dû avoir 20 mains dans la conférence de presse qui se lèvent pour poser les questions. Mais c'est parce que c'est pas vrai. Il y a telle étude, il y a ça, il y a tel expert qui en a parlé. Comment vous pouvez dire ça? C'est quoi vos sources? Puis pas le lâcher, puis recommencer le lendemain. Ben oui. Dr Boileau, cette semaine, dit qu'il n'y avait pas de contamination dans les écoles. C'est fou raide. Je veux dire, c'est complètement fou raide. Ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, plus nuancée, c'est la suivante. À l'automne, le feu était pris solide, puis c'est clair que c'est ça qui a mené à tout ce qu'on a eu par la suite, c'est-à-dire que ça s'est multiplié dans les écoles, puis ça s'est étendu aux autres sphères de la société, puis il y a même des gens qui doutaient de l'hypothèse des écoles, puis maintenant à peu près tout le monde s'est rallié. Et là, la seule raison pour laquelle il semble y en avoir moins, en fait il y en a deux, un, on ne le mesure pas, ou en tout cas on le mesure indirectement avec les absences, puis deux, il y a tellement d'enfants qui l'ont attrapé qu'il y a une espèce d'immunité naturelle qui s'est construite, mais c'est pas parce que ça se transmettait pas, c'est parce que crime, ils l'ont tout pogné. C'est ça la réalité. Fait que c'est de un, c'est erroné, puis deux, c'est de ne pas reconnaître le mode de transmission principal. Puis là, il n'y a pas besoin d'avoir d'études scientifiques calées. On sait comment le virus se transmet dans des endroits clos où il n'y a pas de circulation d'air, puis où on reste longtemps. Fait que quand tu as 30 enfants dans une classe pendant 5 heures, c'est clair là, que c'est pas en croisant quelqu'un chez Jean Coutu là, que tu vas lui donner la COVID, là, c'est quand tu restes longtemps. Et ça, quand le directeur de la santé publique fait ce genre d'affirmation-là, ben, il devrait se faire talonner, puis rentrer dedans, puis se faire pousser à justifier la prise de position. Puis si jamais il y a quelque chose qui est capable de le démontrer, ben qu'il le fasse. Mais moi, j'ai trouvé souvent qu'on a envoyé des balles molles et qu'on a couvert plus une réponse politique puis qu'on est resté en surface. Puis le message politique, lui, il est passé, il n'y a pas de doute. Juste récemment, je pense que c'est le premier ministre qui a dit il n'y a pas de nouvelles restrictions, il n'y a rien, il n'y a pas de changement, puis il n'y aura pas d'annonce restrictive. Le masque, peut-être une semaine ou deux, mais ça sonne, faites-vous-en pas, c'est presque fini. Mais moi, je ne suis pas capable de ne pas voir parce que, tu sais, n'importe quel politicien qui est au pouvoir te dit apprendre ça aussi. Dès le jour numéro 1, il travaille à se faire réélire. Tu sais, moi, l'élection cet automne, je peux pas croire qu'elle n'interviendra pas, qu'on ne sentira pas l'effet. Ben c'est sûr, parce qu'il n'y a personne qui veut faire des mauvaises annonces, puis on le voit du point de vue de l'opposition aussi. Là. Par exemple, j'ai pas vu aucun parti d'opposition lever la main pour dire on peut-tu fermer les écoles, s'il vous plaît, une couple de semaines, le temps que ça se calme. Et alors que c'était devenu évident avant Noël qu'à un moment donné, c'était intenable. On va être obligé de fermer les écoles au moins quelques semaines, sauf que plus on attend, ben plus ça va faire mal pareil, puis on va récolter moins de bénéfices, puis on va les récolter plus tardivement. Fait que c'est sûr qu'il y a une game politique qui se joue là-dedans, puis tout le monde se ménage un petit peu, mais quand tu t'en vas à la guerre, là,
ne s'agit pas de dire on va tous mourir, parce qu'évidemment, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment été inquiet pour ma propre personne. Je suis pas trop vieux, je suis en bonne santé, j'ai eu mes vaccins, tu sais, j'ai pas de comorbidité. Fait que moi, c'est pas bien grave, mais tu regardes ce qui se passe, comment ça affecte la société, comment il y a des gens qui ont pas pu se faire opérer, comment des gens sont morts sur des listes d'attente, comment évidemment des gens sont morts de la COVID, toute la perturbation que ça cause. Parce que quand la COVID rentre dans la famille, après ça, tu arrêtes les activités des enfants, l'école, le travail. Fait que tu t'en vas à la guerre, on est encore en guerre, et tu te prépares pour le mieux. Puis après ça, t'espères, tu te prépares pour le pire, puis t'espères pour le mieux, mais faut au moins que tu te prépares. Et la réalité, ça se peut que ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne le sait pas. Donc, on s'équipe. Et là, le problème, c'est qu'on espère toujours que ça va être la dernière fois. On ne veut pas faire les efforts nécessaires. En plus, on dit aux gens que c'est sur la fin. Écoute, ça se peut que ça soit, peut-être qu'on va être chanceux, peut-être que cette vague-là va être la dernière, puis qu'à l'automne, tu sais, on n'en reparlera plus. Mm-hmm. Mais des bonnes politiques ne sont pas basées sur des souhaits. Et en plus, dans ce cas-ci, les choses qu'on doit faire, on en garderait des bénéfices plus tard, tu sais, par exemple pour la ventilation. Fait que c'est difficile à comprendre, mais c'est sûr que ça va teinter le débat électoral. Puis tu vois qu'est-ce qui se passe avec les conservateurs qui sont en train de commencer à manger tranquillement. La CAQ dans la région de Québec en particulier, pas assez pour les battre, mais assez... Assez pour leur faire mal, ça c'est assez clair. Mais en même temps, moi je me dis, tu sais, on veut pas être catastrophique, on veut pas mettre ça. Mais compte tenu des variants qui sont arrivés, des soubresauts de cette pandémie-là. Rappelons-nous qu'en mars 2020, on pense que ça va durer une couple de mois, puis merci, bonsoir, mais finalement, ça fait 2 ans. Puis là, la 6e vague, elle vient de donner un coup derrière la tête. Bang! On ne s'attendait pas à ça du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Comme tu disais tantôt, on ne le souhaite pas personne, mais si jamais on a une vague qui devient plus importante, je me demande comment... Prends le contexte, là. Élection cet automne, puis le monde est écœuré, puis le monde... Puis le gouvernement a dit qu'il faut vivre avec, puis là, on n'a pas le choix, il faut la vivre avec. Mais là, vivre avec, ça va être encore ça. Fait que, je te dirais, pour tout le monde, ça serait mieux, effectivement, que ça s'estompe dès l'automne. Parce que si jamais ça remonte, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Vraiment pas. Si ça repart fort, puis qu'on est encore mal équipé, ça sera vraiment pas joli dans le système de santé, mais je ne sais pas comment, comme société, comment on va être capable de composer avec ça. Non, mais on ne le souhaite pas, mais c'est ça pareil. Là. Un mot, peut-être juste un petit mot général sur la réforme Dubé, parce que c'est majeur. Ça a été présenté. Tu as dû regarder ça un petit peu. Qu'est-ce que tu en as pensé en général? Les plus, les moins, mettons? Ben non, mais de façon générale, moi, c'est dur de ne pas être d'accord parce que ça reprend des choses qui ont été dites par tellement plein de monde depuis 20 ans, incluant par plein de rapports que le gouvernement a commandé là, au fil des années. Sur papier, c'est une bonne idée, c'est un peu ça que tu dis. Oui, sur papier, puis ça reprend aussi beaucoup de points du rapport récent de la commissaire à la santé, là, Mme Castonguay. D'ailleurs, ça c'est important, c'est de séparer la gestion de la pandémie des orientations pour le système de santé. C'est 2 choses différentes. Le gouvernement, s'il n'était pas très bon d'un côté, ben, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement être mauvais de l'autre, en tout cas on l'espère. Mais le plus important moi, dans cette réforme-là, c'est que le ministère veut se sortir des opérations pour se concentrer sur les orientations et sur les résultats. Là, c'est des grands mots, là, mais c'est vraiment majeur parce que jusqu'à maintenant, s'il manque une banque de plasteurs, une boîte de plasteurs dans quelque part dans un hôpital, là, on va poser une question en chambre et on va dire « Où était donc passé le ministre et pourquoi est-ce arrivé? » Et ça faisait une gestion qui était très, très politisée du système et c'était problématique à plusieurs niveaux. Et là, ce qu'on veut, c'est laisser aller, que des décisions se prennent de façon locale, avec évidemment une imputabilité. Il y a d'autres principes. Le financement à l'activité, par exemple. Les hôpitaux, présentement, sont financés avec des budgets globaux. Ça veut dire que s'ils ont plus de patients, leur budget n'augmente pas. Un patient, c'est une dépense. Financer l'activité, ça veut dire quoi? Si tu as plus de patients, les revenus vont suivre. Fait qu'avec un système comme ça, tu peux instaurer une certaine concurrence entre les hôpitaux comme ça se fait en Europe. Ça, c'est sûr que c'est bon. L'accès aux données, c'est capital. Écoute, au Canada, il y a un Institut canadien d'information sur la santé qui collige toutes sortes de données sur la performance des systèmes de santé entre les provinces. Puis évidemment, c'est utile parce qu'à un moment donné, si tu regardes, eux autres, ils font mieux. Oui, tu peux t'inspirer. C'est parfait. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils arrivent à ces résultats-là? Le Québec est souvent exclu de ces comparaisons-là parce qu'il ne partageait pas ces données.
ou même juste des données pour des chercheurs. Là. Faire une demande pour avoir accès à certaines données, soit ils n'existent pas, ou soit que le gouvernement ne veut pas les donner pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai fait des trucs sur les CHSLD. Je me faisais refuser les données à un rapport que je savais qu'il existait, dont j'avais copie, mais je voulais confirmer l'existence, puis s'il y avait une version ultérieure. À un moment donné, c'était complètement ridicule. Fait que ça, on veut ouvrir là-dessus. C'est sûr que ça va aider. Et quelque chose qui est intéressant, c'est dans le document, le plan que M. Dubé a déposé, c'est un document de 90 pages, je pense. Il y a beaucoup d'efforts qui est déployé à montrer que ça va vraiment pas bien au Québec, puis notre système de santé est peu performant quand on le compare à d'autres. Puis j'ai jamais vu un seul document du gouvernement qui mettait autant d'efforts à montrer que ça allait mal. Tu sais, à place de faire du maquillage puis de dire d'essayer d'enrober, puis regardez, voici la réalité. Puis le portrait n'était pas noirci, là, c'est factuel, là, mais voici la réalité. Et ça, je pense aussi que c'est une bonne chose, c'est-à-dire la volonté de se comparer. Ça, M. Dubé a dit ça. On veut se comparer aux autres, aux meilleurs, aux autres provinces, aux autres pays. C'est un changement de culture qui est intéressant, mais là maintenant, puis le dernier point qui peut être celui qui nous permet de faire le plus de gains à court terme, c'est laisser tous les professionnels de la santé, autres que les médecins, occuper complètement leur champ de pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, mettons, tu es formé comme infirmière, tu apprends à faire toutes sortes de choses, soit au cégep, soit à l'université, ou à la maîtrise. Tu arrives sur le terrain, tu peux pas tout faire ça parce que ton champ de pratique est plus restreint, parce qu'il y a certains des actes que tu pourrais faire sont réservés Tu les as aux appris, mais tu médecins. les pratiques pas dans ta... Tu les pratiques pas parce qu'ils sont réservés aux médecins. Comprends. C'est le même cas pour les pharmaciens. C'est le cas aussi pour les chiros et les physios. C'est qu'on oublie, là, mais tu sais, dans une société vieillissante avec des maladies On va chroniques. prendre des bras à un moment donné, Patrick. C'est des aussi, hein. professions, c'est ça. Ça va prendre des bras, mais ça, des fois, juste utiliser les bras qui existent pour pas toujours être obligé de se retourner vers le médecin. Ça, c'est quelque chose qui va aider. Mais maintenant, évidemment, faut le faire, il faut le mettre en place. Puis on dit souvent timing is everything, mais je pense que le catalyseur, ça a été la crise, la pandémie, qui a démontré hors de tout doute que le système. On s'est tous dit, il y a 3 malades de plus, puis ça déborde dans les hôpitaux, ça n'a aucun sens. On voit bien qu'il y a quelque chose de structurel. Fait que je pense que M. Dubé, je pense qu'il est vu comme un gestionnaire efficace. Dans ce genre d'affaires-là, c'est probablement un homme qui va avoir son pesant d'or, mais aussi, tu sais, on ne peut pas être plus clair dans le fait qu'il faut faire quelque chose. Il y a une obligation de faire quelque chose. J'ai l'impression que c'est là, il faut que ça marche. Là, étant les prochaines années, mais je ne vois pas des syndicats. Je vois pas des syndicats descendre de rue en disant on ne veut rien changer. Ça ne marchera pas, là. Pas là. Non. Il y a un réveil c'est sûr que la pandémie a permis d'accomplir. Là, ça tu as raison. Mais moi, M. Dubé, bon, il n'a pas toujours eu les bonnes informations pendant la pandémie parce que des fois, il disait des choses qui étaient un petit peu décalées avec la réalité, mais je pense pas que ça venait de lui. Je pense que ça venait notamment sur les tests rapides, par exemple, sur l'importance de la ventilation. Mais ça, il arrive avec une approche pragmatique. Je pense effectivement qu'ils ont fait leur devoir de ce côté-là. On a le vieillissement de la population qui arrive, ça pour les 10 prochaines années. Tu sais, ça va être quelque chose qui va être réellement critique. Non, on a pas le choix. On n'a absolument pas le choix. Si on ne le fait pas maintenant, on va être mal pris et il faut faire tout ce qui aide rapidement. Ça va être difficile quand même pendant quelques années, parce qu'il y a des solutions qui peuvent aider à court terme, mais il y en a d'autres qui vont prendre plusieurs années. Puis tu sais, quand je parlais de réveil, moi je me rappelle très bien, au tout début de la pandémie, je prenais pas ça... j'avais pas pris la pleine mesure, là, comme bien du monde aussi, en janvier, parce que quand l'annonce est faite au départ, là, tu te rappelles d'autres épisodes qu'ils ont eu pour le SRAS, par exemple, et qui avait fait quelques morts quand même à Toronto, mais tu sais, ça avait été assez limité. Le MERS, d'autres virus qui sont partis de l'Asie, puis qui ont causé plus de dégâts en Asie pour toutes sortes de raisons, mais qui se sont essoufflés rapidement. Et quand autour fin février, début mars, j'ai compris, OK, là, c'est pour de vrai, là, c'est en train de vraiment déraper solide. Là, j'ai commencé à avoir peur. Et moi, je me rappelle, un des tout premiers posts que j'ai fait, c'était la comparaison du nombre de lits d'hôpitaux entre le Québec, le Canada, puis le reste de l'Occident, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lits d'hôpitaux dans le reste du pays non plus. Et j'avais mis un titre sur le graphique, c'est « Où va-t-on mettre tous ces malades? » Et ça, tu sais, c'était passé dans le beurre complètement. Moi, dans ma tête, c'était « On va être
tellement être mal pris si ça fera fort, mais je pense que au niveau politique, il y avait une réalisation de... On vivait dans une espèce d'illusion qu'on avait un excellent système de santé au Québec. C'est-à-dire que même s'il y a un paquet de comparaisons qui montraient que c'était pas tout à fait le cas, les gens à l'intérieur du ministère de la Santé publique étaient convaincus qu'on était équipé, qu'il n'y aurait pas de problème. D'ailleurs, Dr. Arruda l'avait dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de problème, on est prêt. Mme McCann l'avait dit aussi. Et on réalisait pas à quel point on vivait dans une fiction, puis finalement, on n'était pas équipé. Mais là, maintenant, on le sait. Et ça va aider. L'obligation. Merci beaucoup, Patrick. C'est gentil. Ça fait plaisir. Au revoir.